D'accord. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette discussion autour du film Le périmètre de Kamsé, que vous avez eu la chance de voir depuis déjà 2 jours et que vous aurez la chance de voir encore ce soir et demain pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir, le loisir de voir ce merveilleux film. Donc, cette activité est organisée dans le cadre de la troisième édition de Cinévert. Cinévert, c'est un festival de films documentaires sur l'environnement coproduit par les organismes SUCO et Funambule Média, qui s'est donné comme mandat cette année, et puis, bon, en fait, depuis 2 ans, d'appuyer la transition écologique, de favoriser la mobilisation citoyenne, d'activer les échanges et les réflexions, tout ça en présentant le meilleur du documentaire sur l'environnement, je dis entre guillemets, parce que c'est extrêmement large comme qualificatif. Donc, pour tenir le festival, je tiens à remercier au nom de toute l'équipe nos précieux partenaires. Je vais vous énumérer les partenaires. Donc, Affaires mondiales Canada, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal, le ministère des Relations internationales et de la francophonie, l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, qui est avec nous cette année, même si on n'a pas le loisir d'être présent sur la place de Saint-Hubert pour les raisons que vous connaissez, la FTQ, la Caisse d'économie solidaire des Jardins, la Maison du développement durable, et puis Galéa, qui est partenaire de diffusion, ainsi que Choc, CISM, CIBL, les radios qui nous supportent, ainsi que Tank, qui héberge tous les merveilleux documentaires que nous présentons en format long métrage. Et puis, avant d'aller plus loin pour vous présenter les intervenants et intervenantes qui seront avec nous, toute l'équipe de Cinéma sur les étoiles, de Suco et de Funambule Média tient à souligner et reconnaître, en fait, que nos activités sont organisées et se déroulent de notre côté en territoire autochtone non cédé. Donc, avec nous, ce soir ou cet après-midi, selon où vous êtes, on a une belle variété temporelle avec nous aujourd'hui. Donc, Olivier Zouchouat, qui est le réalisateur du film, bon, présenté en quelques mots. Donc, il a fait des études en physique théorique, en philosophie et en lettres. Depuis 2000, il se consacre totalement au cinéma. Il a réalisé plusieurs essais documentaires, dont quelques-uns nous ont rejoints, fort heureusement. Il a également monté une dizaine de longs métrages, principalement du côté du documentaire, dont l'excellent, entre autres, Ni Dieu ni Maître, une histoire d'anarchiste de Tancred Ramonet, que vous avez pu entre autres découvrir grâce à Cinéma sur les étoiles, qui est un volet de Funambule Média. Il a enseigné l'esthétique du montage et la réalisation à la FEMIS à Paris et à l'Université de Paris-Est-Marne-la-Vallée. Il est aujourd'hui professeur au département de cinéma de la ED Genève, dont il est responsable. Donc, merci beaucoup d'être avec nous, c'est très apprécié. Bonsoir, de rien. C'est plutôt un honneur d'être là aussi. Merci. Je vous présente maintenant Sandrine Caneo, qui est ingénieure des travaux en production et santé animale. Elle est aussi titulaire d'un diplôme de master en normes et contrôle des qualités, avec un accent particulier sur les exigences du marché pour une meilleure sécurité alimentaire. Elle a également effectué un stage en Belgique à l'Université Agrobiotech, portant sur la promotion de l'agriculture familiale et les techniques d'innovation pour une meilleure rentabilité. Depuis une quinzaine d'années, ses activités professionnelles intègrent les domaines de compétences liés à l'agriculture et la transformation des produits agroalimentaires à travers une approche participative qui prend en compte le milieu dans lequel il est établi. Elle est actuellement volontaire Québec sans frontières à l'Association de lutte pour un développement intégré et pour la protection de l'environnement. Elle est avec nous du Bénin présentement, donc merci beaucoup d'être avec nous. Vraiment très apprécié. Et moi, merci aussi. Et puis, Geneviève Talbot, ou Talbot, qui est chargée de programme pour l'Afrique à SUCO. Préalablement, elle a travaillé dans le milieu des ONG, au développement et la gestion de projets et programmes, de même qu'à la recherche et au plaidoyer sur les changements climatiques et les systèmes alimentaires. Elle a vécu en Équateur, où elle a fait un stage au programme des Nations unies pour le développement, et aux Philippines, où elle a été coopérante volontaire pour un programme de consolidation de la paix en contexte interreligieux. Elle a été chargée de programme à l'international, à Développement et Paix et Equitas. Elle possède une formation universitaire en sciences politiques et sa maîtrise portait sur l'impact du mouvement zapatiste dans le processus démocratique au Mexique. Donc, merci d'être avec nous. Merci à vous.
j'ai pas trop varié votre champ de recherche. Non, c'est juste trop long. Ah. Je vais la raccourcir. D'accord. Merci. Quel beau panel. Je vais me présenter juste rapidement. Mon nom, c'est Hubert Sabino-Brunet. Je suis coordonnateur de la programmation à Cinévert et je suis aussi enseignant à l'École des métiers du cinéma et de la vidéo du Cégep de Rivière-du-Loup. Donc, je suis extrêmement content. J'essaie d'être à la hauteur de la discussion avec tous nos intervenants. Et pour ça, je vais avoir besoin de votre aide à la maison. Donc, vous êtes sur Facebook présentement en train de nous regarder. Vous n'êtes pas passif, vous n'êtes pas que des spectateurs, vous faites partie de la conversation. Donc, vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler, elles me seront transmises et je serai votre porte-parole, des commentaires ou des questions, peu importe ce qui vous vient à l'esprit. Donc, allez-y pendant la conversation, on va soit les poser au moment où elle entre ou vers la fin. Donc, on va vraiment ouvrir avec vous. Donc, c'est maintenant l'heure de la discussion ou la minute de la discussion. Donc, je ne sais pas trop comment commencer la discussion autour de ce film, tout ça, mais peut-être le point de rencontre qui pourrait partir le bal, ce serait peut-être parler un peu, Olivier, de votre, en fait, de votre intention, pourquoi ce film sur ce sujet, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce film? Parce que dans les discussions que j'ai eues avec Sandrine et Geneviève, c'était une question qui est revenue. Donc, c'était quoi votre motivation première à faire cette œuvre? Moi j'avais déjà fait plusieurs films en fait en Afrique, dont le dernier c'était en 2007 où je m'étais enfermé dans un camp de réfugiés au Darfour, à la frontière avec le Tchad. Et moi j'ai toujours été intéressé par les aspects en fait écologiques, climatiques, que c'est peut-être aussi de par ma formation de physicien. Voilà, il y a aussi des rapports entre la physique et 2016, il y avait aussi ces drames absolument terrifiants qui se passaient et qui se passent toujours sur la mer Méditerranée avec des gens qui émigrent depuis les zones sahéliennes notamment et qui tentent de rejoindre en fait l'Europe. Il y a beaucoup de films qui étaient faits à ce moment-là sur ces drames-là. Et moi, je me suis dit, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est essayer de montrer l'envers de ces drames-là, c'est-à-dire de s'intéresser aux gens qui restent et aux gens qui essayent de faire quelque chose et de lutter notamment contre ce désert qui petit à petit en fait s'agrandit, grignote et étend son emprise sur la zone sahélienne. Donc à partir de là, je me suis dit je vais essayer de trouver un angle pour tenter de parler de ça. Et moi, je crois que j'ai une particularité, c'est du moins l'idée un peu que je me fais de mon cinéma, c'est généralement essayer de trouver un tout petit endroit, un lieu comme ça, dans lequel je m'arrête et puis j'essaye de regarder ce qui se passe, puis je prends ce lieu comme un peu comme quelque chose qui va représenter quelque chose de bien plus grand et puis on essaie de regarder ce qui va se passer. Et puis un peu de fil en aiguille par beaucoup de chance, de hasard, un peu voilà, je suis tombé sur un certain nombre d'expériences qu'il y avait au Burkina Faso. J'aurais pu en fait aller ailleurs. Moi, je connaissais mal le Burkina Faso à ce moment-là. Je connais beaucoup mieux le Mali et le Tchad, par exemple. Et je me suis arrêté là, au Burkina Faso. Et puis, on m'a dit, au nord, il y a un certain nombre d'expériences qui sont menées par des villages qui en fait, se lancent dans ces constructions de périmètres avec le soutien d'un certain nombre de groupements, d'une ONG qui s'appelle Terre Verte, qui essaye un petit peu de chapeauter tout ça, mais c'est essentiellement des initiatives de villages en fait qui se rendent compte que d'autres villages ont déjà fait ça. Et donc, à partir de là, il y a cette dynamique de construire en fait des périmètres bocagers qui se met en place. Et c'est ce processus-là que je me suis dit, je trouve ça très intéressant. C'est pas quelque chose qui vient du haut, c'est plutôt quelque chose qui part d'une initiative villageoise qui vont mettre à disposition leurs terres et tenter de lutter contre le désert. Donc, c'est comme ça que ce long processus est parti et que je me suis retrouvé dans le petit village de Kamsé, proche de Kaya, dans la région centre-nord du Burkina Faso.
Parfait. Ben, merci. Ça répond très bien le trajet pour en arriver à ce point précis pour ouvrir un peu les fenêtres vers ce village qui représente éventuellement beaucoup plus large que ce village. J'aurais tendance à envoyer la balle vers Sandrine pour voir si cette réponse-là, comment résonne cette réponse-là par rapport à vos interrogations, par rapport au projet du film en lui-même. Oui, je crois que c'est ce que j'espérais entendre. Parce que, bon, on a discuté un peu tout à l'heure aussi. Donc, j'ai cru comprendre que l'idée était déjà là. Mais le fait qu'il y avait un monsieur qui s'intéressait à la situation du village, je pense que ça a aidé à motiver aussi un peu. Donc, c'est un élément intéressant aussi. Voilà. Le fait qu'il y avait quelqu'un de l'extérieur qui Exactement. Ça veut dire qu'ils se disent, c'est peut-être quelque chose d'alors un peu plus grave que ce qu'ils ne pensent. Parce que des fois, ils n'ont pas tendance à visualiser, à s'imaginer là où on veut les amener. Et c'est souvent ça qui fait que, bon, on a besoin de sensibiliser, de prendre des exemples. Au moins là, je vois qu'il y a déjà eu plusieurs cas. Ce n'était pas le premier périmètre qui était construit. Voilà, donc tout ça a aidé à ce que le projet se réalise et aussi qu'il ne dure pas aussi dans le temps, parce qu'il y a certains projets qui commencent et qui ne terminent pas forcément à temps pour permettre aux bénéficiaires d'en jouir. Donc, je crois que c'est intéressant. Ça me confirme un peu comment est-ce que ça a été réussi, parce que c'est une réussite, en fait. Pour moi, c'est une réussite. Donc, et puis, c'est assez courageux aussi de M. Olivier, parce que ce n'est pas évident. Non, moi je crois que les gens qui sont courageux, c'est ceux qui creusent, ce n'est pas ceux qui filment. C'est plus facile de filmer. On est quand même resté dans ce contexte, et c'est vrai, voir les autres souffrir, on en a discuté. Je n'imaginais pas que ça pouvait être possible, parce que nous, on sait, ça existe. Mais de voir, il y a une vieille dame, par exemple, qui s'est chinée à piocher, c'est impressionnant, parce qu'elle a envie de revoir les beaux temps qu'elle connaissait. Malgré son âge, il y avait beaucoup de femmes aussi, celles qui ramassent le sable, qui ramènent. Ça veut dire que tout le monde a pris conscience. Et quand c'est comme ça, bon, forcément, ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. Sandrine, vous avez dit que c'est difficile de visualiser le projet à partir du départ. Pour moi, c'est vraiment évident que c'est pratiquement impossible d'envisager ça. Mais ça me fait penser que j'ai oublié de lancer la bande-annonce pour permettre de visualiser le film en lui-même. D'accord, pour les autres. On va regarder la bande-annonce pour toutes nous remettre au même niveau, puis on vous revient après pour continuer, pour avoir une idée visuelle du projet.
On est de retour, donc on est un peu plus baigné dans le film, de se retransposer, de pouvoir mieux comprendre peut-être ce qui viendra. Donc, merci pour l'extrait. On parlait de comment le projet, pourquoi le projet a été initié, l'intention, le côté de montrer la possibilité. À quel point c'est difficile ben, c'est parce que ça vient des initiatives locales, mais à quel point c'est difficile de les amener vers où ils veulent aller. Peut-être Geneviève, si vous pouvez répondre oui, je veux bien répondre un peu, mais je pense que Sandrine aussi serait mieux placée que moi par la suite. Là. Okay. Mais je pense que c'est le rôle des ONG locales, un peu. M. Olivier en a parlé, que ce soit Terre Verte ou ALDIP, dans le cadre du Bénin, c'est d'arriver à faire à faire voir la vision un peu de pourquoi on travaillerait si fort. Donc, je pense que le film le démontre assez clairement là, les exigences du travail pour aller vers quoi. Puis ça, c'est le résultat de sensibilisation, souvent. Là, je ne sais pas si c'est le cas dans ce film-là précisément, mais c'est souvent le cas de sensibilisation, de travail en amont qui est fait par des ONG locales ou des organisations burkinabées, béninoises, mais qui connaissent à la fois le terrain et comment parler aux gens, mais aussi qui connaissent un peu le fruit qu'ils pourraient récolter du travail à faire, de la patience de ce travail-là qui est... Bon, moi, je pensais que le film était sur une plus longue durée, là, mais en 2 ans. Mais c'est quand même 2 ans d'engagement très long. Mais peut-être que Sandrine pourrait aussi, ou M. Olivier, là, mieux parler à ce sujet-là. Bon, oui, c'est bien ça. La guerre, tu dis, il n'y a pas grand-chose à ajouter. En fait, dans le cas de Kamsé, je vois que il y avait déjà d'autres périmètres qui avaient été déjà installés. Donc, tout ça a servi. Ça a beaucoup aidé parce que quand il y a déjà des exemples, de pouvoir dire, voilà, ce qui se passe ailleurs, c'est plus facile parce que c'est visible déjà. Bon, ça, c'est un cas. Maintenant, quand il s'agit des mesures agroécologiques qui n'existent pas déjà quelque part et que c'est des nouveautés, c'est des nouvelles méthodes, c'est des nouvelles mesures, c'est par là que ça prend un peu plus de temps. Et la première année, on essaye de sensibiliser en demandant qu'il y ait 2 champs. Donc, pour tester la mesure. Voilà, donc on a un champ témoin où on garde, où on pratique les techniques habituelles et un autre champ, soit à côté, soit un peu plus loin, mais plus à côté pour que les résultats soient comparables. Okay. Voilà. Et là, c'est là qu'on applique les techniques, les nouvelles qu'on veut leur faire adopter. Parce que ici, avec des adultes, et c'est des gens qui ont aussi des connaissances, même si c'est empirique. Donc, il ne faut pas les frustrer, il ne faut pas les blesser, il ne faut pas venir jouer aux nouveaux connaisseurs. Voilà, donc il faut aller par étapes et leur expliquer pourquoi par des exemples. Voilà, donc quand c'est visible, c'est beaucoup plus facile pour eux d'accepter la technique. Et les preuves sont là, donc du coup, et c'est eux-mêmes qui deviennent même des
des maîtres formateurs, on va dire, parce que ceux qui sont déjà formés, les premiers, on leur demande maintenant de former avec notre surveillance, évidemment, parce qu'il faut être sûr que le message est bien passé. Et à tour de rôle, ils forment d'autres, on forme des petits groupes. Donc, pas comme ça, il y a la théorie, mais après aussi, il y a le suivi. Parce que nous, même si on ne peut pas aller partout dans tous les villages, il y a quelqu'un quand même qui va, qui constate, et nous, on essaie d'apprécier pour savoir est-ce qu'il y a un appui supplémentaire qu'il faut faire ou pas. Donc, voilà. C'est comme ça. Moi, j'aimerais peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce qui s'est passé en fait à Kamsé. En effet, comme l'a dit Sandrine avant, il y a l'exemple qui est extrêmement important, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de périmètres qui ont été construits, donc on va rendre visite aux autres villages pour voir ce qui se passe dans leur périmètre. Et là, eh bien, voilà, tout d'un coup, il y a un chiffre qui parle tout de suite, c'est-à-dire que quand vous êtes hors du périmètre, généralement vous récoltez 600 kilos de mil par hectare, si mes souvenirs sont bons. Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est ça. Et si vous êtes à l'intérieur du périmètre, vous doublez. Voilà, à peu près. Donc ça, je pense que c'est déjà quelque chose qui est une preuve absolument voilà, sans appel du fonctionnement de ce genre de périmètre après 5 ans. Il y a une deuxième chose que je crois qui est extrêmement importante, c'est qu'en fait, les techniques qui sont utilisées dans ces périmètres sont des techniques qui sont des améliorations, entre guillemets, ou des systématisations de choses qui ont été faites depuis très très longtemps, qui sont des techniques en fait quasiment en fait ancestrales. C'est-à-dire utiliser des techniques de plantation de zaï, faire des espèces de cordons pierreux, comme dans l'extrait qu'on vient de voir là, mais qui deviennent tout d'un coup en fait des digues, planter des espèces d'arbres qui sont en fait locales. Tout ça, c'est des choses que tout le monde en fait sait faire, mais que tout le monde a peut-être gentiment oublié, ou c'est des pratiques qui se sont tombées un peu en déréliction, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On dit, non, on va concentrer tout ça, en fait, on va en faire un périmètre, et on concentre toutes ces techniques que nos ancêtres pratiquaient, en fait, aussi, mais on va les faire là de manière, entre guillemets, presque industrielle, c'est-à-dire, voilà, de manière très stricte. Et là, il y a quelque chose qui se passe, voilà. Et puis, ça, c'est très important. Il y a aussi quelque chose que je trouve fondamental, c'est les accords, en fait, avec les Peuls. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, dans tout le Mali, le Niger, le Burkina Faso au nord, eh bien, il y a une fracture de ces sociétés qui se mettent en place d'un côté à cause du djihadisme qui est en train de se mettre en place un peu partout, malheureusement. Et on espère que tout ça va s'arrêter, mais on monte en fait les Peuls contre les gens qui, eux, pratiquent une agriculture en fait fixe. Et là, en fait, dans cette technique de périmètre, eh bien, en fait, il y a aussi le pâturage raisonné qui est mis en fait en place, comme ils appellent ça, c'est-à-dire de faire rentrer de temps à autre en fait les vaches, les Peuls à l'intérieur en fait des périmètres dans un système de rotation et de jachère contrôlée. Donc tout ça en fait vise aussi à refaire en fait un tissu social et je crois que ça c'est en fait extrêmement important. Donc voilà, je ne crois pas que c'est des techniques qui arrivent du ciel, mais c'est plutôt des bonnes pratiques concentrées à un endroit, quoi. Est-ce que je peux rebondir là-dessus, Hubert? Ben oui. Oui, et ça, je pense qu'on le voit aussi à la fois dans le film, là, dans les discussions avec les aînés. Moi, en tout cas, maintenant, c'est comme ça qu'on appelle ça au Québec, là, donc les sages. Puis, on le voit, puis aussi où ils se rappellent l'usage de la terre avant. Puis, Sandrine, vous l'avez dit, là aussi, là, les femmes se rappellent c'était comment avant. Donc, il y a une discussion intéressante au niveau des savoirs qui sont des savoirs qui étaient déjà là, mais avec des techniques, disons, peut-être plus contemporaines là, de suivi, puis pour qu'on soit en mesure de documenter, en fait. Donc, le suivi de la rentabilité des récoltes. Puis, je voulais aussi faire un peu de pouce sur parce que le film, vous parlez aussi de l'exode rural, de l'immigration de la jeunesse. Puis, ça, on le voit aussi dans d'autres lieux. On le voit à la fois au Bénin. Je suis sûre que Sandrine pourra en témoigner aussi. Puis nous, on travaille aussi au Sénégal. Puis ça, on le voit très clairement aussi. Puis j'allais dire, les tensions entre... c'est pas toujours des Peuls, mais certainement entre les peuples nomades là, versus les sédentaires. Puis quand on arrive au niveau de la gestion des ressources naturelles, quand on peut arriver à faire en sorte que les gestions des ressources naturelles soient...
plus abondante ou plus... Ouais, puis on arrive à avoir une façon qui est à créer un lien collectif plus fort, une communauté plus forte. Puis ça, c'est beau dans le film. On le voit dans le film, la force de la collectivité puis de la communauté. Tu sais. Puis c'est certainement quelque chose qui donne un sens, je pense, à la fois au travail d'Aldip puis de Succo, par exemple. C'est comment arriver à créer ou renforcer des gens, des communautés qui sont déjà là par la gestion des ressources naturelles, entre autres. Ça, c'est intéressant du point de vue de l'écosystème. C'est quand il y a la création de l'écosystème pour nourrir, mais les humains qui sont dans ça font partie de l'écosystème. Donc, comment rétablir tous ces éléments-là, ça fait partie de la donne nécessairement. Exactement. On n'a plus à part de l'écosystème, mais dedans. Ouais, c'est ça. Merci. Mais il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait peut-être ajouter là, c'est que moi, quand je suis arrivé à Kamsé, je m'attendais à trouver un village avec une vie villageoise, un petit peu mythologique, comme on peut l'imaginer dans les villages africains dont on... Alors, c'est peut-être plein de clichés, cette vision-là, je ne sais pas. Et la première chose qui ne fonctionnait pas, c'était où étaient en fait les jeunes hommes. Bien entendu, ils étaient tous partis, beaucoup, c'est-à-dire soit à la capitale Ouagadougou, soit beaucoup dans les plantations ou plus loin en Côte d'Ivoire. Et donc, tout d'un coup, je me suis dit, voilà, c'est un film qui va être fait principalement avec les gens que je vois là, c'est-à-dire des hommes âgés et des femmes et des enfants. Voilà. Et peut-être qu'à certains moments, les hommes vont revenir, mais généralement, en fait, ils ne sont pas là. Donc ça, c'était la première chose qui m'a bien entendu frappé. Et puis la deuxième, c'était que le village en tant que tel avait dû s'étendre. C'est-à-dire que le village de Kamsé originel, il était tout petit, il était concentré. Et puis comme les ressources naturelles se sont complètement épuisées autour, c'est-à-dire que les champs étaient plus arables, qu'il n'y avait plus d'arbres, qu'on avait coupé tout pour faire du bois de chauffe, eh bien les gens se sont dit, au lieu de marcher jusqu'à un prochain champ à 3 km, je prends ma case et puis je la déplace et je la reconstruis 3 km après dans la nouvelle zone que j'ai été défrichée. Bien entendu, il y a une spirale qui se met en place à ce moment-là, plus on défriche, etc. Et donc le village, qui était à la base un petit village, maintenant en fait il est étendu sur presque 5 km, quelque chose comme ça, donc, voire même plus. Donc c'est assez impressionnant de dire que tout d'un coup, même en fait le problème d'ordre écologique et éco-agricole fait que même en fait la structure villageoise, c'est-à-dire le tissu social, pour reprendre ce que venait de dire en fait Geneviève avant, est complètement en fait éclaté. Et voilà. Et tout d'un coup, alors le périmètre, qu'est-ce qu'il fait? Il agit comme une espèce de concentrateur en fait inverse, parce que tout d'un coup, on met des champs les uns à côté des autres, on va concentrer une espèce de dynamique locale et non plus en fait une extension à l'infini, quoi. Donc il y a aussi un autre mouvement qui naît. Tout à fait. Bon, on vient de perdre Sandrine. Je ne sais pas si elle va pouvoir revenir, mais parce qu'elle aurait aimé ça rebondir sur cet aspect-là. Moi, j'aimerais vous amener à parler un petit peu du processus démocratique, parce que j'ai l'impression qu'il devait être important à même pour faire le film. Donc, on dirait que toutes les décisions doivent se prendre collectivement. Comment vous avez pu intégrer ce noyau humain-là, être accepté de cette façon-là, puis que tout le monde embarque dans le projet et du périmètre et du film, parce que les deux me semblent imbriqués dans le film. Bon, alors, moi, je suis arrivé là, en fait, via les autres périmètres qui avaient déjà été, en fait, construits. J'ai tout de suite dit que j'allais m'installer dans le village et puis qu'on allait faire le film à deux. Donc la deuxième personne, c'est quelqu'un d'hyper important sans qui ce film n'aurait jamais pu se faire. C'est donc un preneur de son burkinabé qui s'appelle Amado Kangabenga, qui est entre guillemets un enfant de cette région. Enfin, il est né à 200 km à peu près de Kamsé, ou presque moins, je crois. Donc voilà, et Amadou était quelqu'un d'extrêmement, comment dire,
sociable, social. Enfin bref, il est même devenu l'entraîneur de l'équipe de foot du village, donc ce qui n'est pas en fait anodin. Et puis donc on s'est installé dans une des concessions et puis on n'a plus bougé. Et puis voilà. Et donc ça, je crois que ça a été très important. Ensuite, on n'est pas arrivé, comment dire, en 4x4, on était à vélo d'abord, avec caméra, etc. Donc c'était beaucoup. Ensuite, bon, on n'a pas tenu à vélo, on a fini par aller à moto parce que ben justement, la zone était tellement grande. C'est exactement ce que je viens de dire. En fait, c'est fort de voir se déplacer. On n'arrivait pas. Il faisait trop chaud avec la caméra, le son, tout ça, c'était impossible. À vélo, c'était trop grand. Et puis voilà. Donc, et puis, eh bien, de toute façon, donc, il y avait un tout petit groupe en fait d'hommes qui allaient prendre en fait toutes les décisions, dans lequel il y avait le chef de terre, il y avait le chef de village, mais le chef de village n'était pas souvent là parce qu'il avait des champs en fait au sud. Donc voilà, moi je pensais que j'allais m'appuyer sur le chef du village, mais en fait que nenni, je l'ai quasiment jamais vu, ou quelques fois, mais ce n'était pas suffisant. Et puis à partir de là, eh bien on a été assez vite en fait accepté, et puis moi je revenais à chaque fois, et puis je pense que les gens ne s'attendaient pas à ce que je vive simplement comme eux, sauf que j'avais juste une chose, c'est que j'allais filtrer l'eau du puits au lieu de la boire tout de suite, et puis qu'on avait juste un petit générateur pour charger les caméras, les batteries des caméras et rien de plus. Donc voilà, et puis on a vécu comme eux, et je crois que ça c'était, je pense, voilà, très important. Et puis on a surtout attendu beaucoup. Voilà, donc quand ils ont vu qu'on attendait autant, parfois on a attendu 3, 4 jours sans rien faire, quoi, sans sortir la caméra, parce qu'on nous disait, bon, on va faire quelque chose, puis en fait, ça ne vient pas parce qu'il faut aller faire autre chose, parce que, enfin voilà, donc on attend. Et puis je pense que qui sait attendre, il arrive peut-être. C'est super intéressant de comprendre ce processus-là. Donc, pour Sandrine, je vais résumer rapidement, mais il est arrivé dans le village, il s'est installé là avec les gens. Donc, il y avait vraiment cette volonté-là de s'imprégner puis de vivre la réalité. Donc, pas juste de partir, de venir filmer, de repartir. Donc, et puis avec un preneur de son de la région. Donc, ça, c'est assez... on comprend le rapport du collectif qui est très important, de la collaboration à ce niveau-là. J'ai juste peut-être une question par rapport à filmer le processus démocratique. Comment ça s'est imposé? Parce que pour moi, c'est une partie extrêmement importante. Puis après, j'aimerais entendre Sandrine par rapport à ce fonctionnement-là aussi de décision collective et à quel point c'est à la fois beau et plus lent, mais drôlement plus fort. Bon, moi, il me semble que avec un périmètre, on touche à un truc fondamental, c'est la terre. Donc la terre, même si elle devient de moins en moins fertile, ça reste la terre, donc ça appartient à quelqu'un, c'est transmis depuis les ancêtres, enfin, etc., etc. Donc ça, c'est hyper important. Donc à partir de là, qui dit processus de périmètre, dit redistribution de la terre. Donc à partir de là, tout le monde doit être d'accord. S'il y a une personne dans le village qui n'est pas d'accord, il n'y a pas de périmètre. Donc il faut discuter, il faut que tout le monde soit d'accord, il faut que, voilà, qu'il y ait ça. Donc tout le monde discute. Il y a, je pense, une bonne partie des discussions qui ont été faites sans que je sois là, voire même en fait avant. Mais voilà, officiellement, ils ont tenu en fait à s'engager entre guillemets devant la caméra. C'est le plan la nuit où tout le monde discute, où il y a tous les enfants, tout le monde est là, il y a 2 ou 3 lampes par terre, et puis tout le monde s'est mis en fait autour. Il y a les gens qui sont venus depuis en fait Goema qui disent on peut vous aider, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui, bon, on y va. Voilà, donc ça, je pense que c'est en fait extrêmement important. Il faut que ça discute. Donc pour moi, à partir de là, j'ai voulu filmer en fait cette parole-là. Donc il y a beaucoup de discussions sous des arbres, quand on marche. La nuit, c'est un film qui est filmé en cinémascope. Donc, voilà, le cinémascope, c'est très pratique pour pouvoir montrer, en fait, à la fois le désert, comment dire, qui croît, mais aussi pour montrer des gens assis par terre qui discutent. C'est le format de la discussion sous un arbre, en fait. Ça fonctionne allongé très sur bien. un banc. Il y a une autre belle, excusez-moi, il y a une autre magnifique. Le monsieur qui est allongé sur son banc et qui écoute la radio.
Exactement. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc j'ai tourné au cinémascope, enfin au format cinémascope, ce qui n'est pas facile parce que forcément ça demande une réflexion, mais ça tend l'espace. Voilà. Et puis ça tend cette horizontalité qui est soit l'horizontalité du périmètre et du désert, soit l'horizontalité de la discussion, parce que vous avez tout le monde qui est mis en fait au même niveau. Comme ça, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces plans cinémascope comment dire, très au sérieux. Et puis, on a construit ces discussions. Et puis, je crois que c'était très important. Moi, je voulais en fait montrer que bien, un périmètre comme ça, c'est possible que s'il y a du collectif. Et donc, ce collectif au travail aussi, bien, il est aussi filmé ensuite quand les gens travaillent. Et bien, voilà. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui me semble aussi fondamental, c'est trouver la bonne distance. Je pense que vous avez pu le voir, c'est un film qui travaille sur le collectif et c'est un film qui ne va pas suivre un, voire deux personnages, comme ça se fait beaucoup en fait dans le cinéma documentaire contemporain, où eh bien, vous avez souvent une appétence pour agripper un personnage et puis le suivre. Alors moi, j'ai fait exactement l'inverse, j'ai voulu filmer en fait un collectif qui discute, ensuite un collectif qui creuse, et puis voilà. Donc, ensuite, la question aussi, c'est de trouver la bonne distance. D'abord, voilà, moi je suis un homme, filmer des femmes en groupe, etc., c'est pas forcément facile. Ça, c'était une première chose. Deuxième chose, comment dire, filmer l'effort alors que vous êtes vous derrière une caméra. Voilà, il peut y avoir aussi des problèmes, comment dire, à la fois esthétiques mais aussi éthiques. Voilà, pour moi, je voulais trouver la bonne distance. Et cette bonne distance, qui est une distance qui va donner, je pense, un espèce de respect face à ça. Je pense que c'est important. Moi, je me voyais mal filmer tout ça en fait à bout portant avec un grand zoom pour capter des gouttes de sueur ou je ne sais quoi, comme peuvent le faire certains pour en faire un spectacle du travail. J'ai voulu faire exactement l'inverse. D'où en fait ce film, je pense, avec un rythme lent, à distance, voilà, un dispositif que j'essaie de maintenir et qui me semble en fait important pour pouvoir parler de ce genre de choses. Si quelqu'un veut rebondir, Sandrine, par rapport à ça, dans la durée, parce que vous m'en aviez déjà parlé par rapport à ça, de comment le film montre ces éléments-là, montre la discussion. C'est des discussions que vous avez déjà dû avoir dans différents projets. À quel point là, ça semble assez simple, assez aller de soi, mais à quel point ça peut aussi être plus compliqué que ça ou encore ça représente votre réalité. Vous êtes Juste sur ajouter votre Sandrine. son Oui. avec le micro en bas. Juste cliquer sur le micro en bas à gauche, ça va, ou à droite, je ne sais plus, mais à gauche et droite. Désolée, C'est bon. j'avais oublié. C'est bon. Désolée. Oui, j'ai pas tout bien compris par rapport à la durée d'exécution, c'est ça? Je ne suis pas sûr que j'ai tout bien compris ma propre question, donc je vais essayer de la formuler mieux. Mais par rapport au processus démocratique qui est quand même très présent dans le film, j'aimerais avoir vos réactions par rapport à ça, par rapport à vos expériences sur le terrain, voir les comparatifs ou. L'expérience démocratique. Oui. Bon, est-ce qu'on va parler politique? Non, mais en fait, les réalités sont quand même semblables hein, par rapport à ça. La durée, tout dépend de la détermination des groupes cibles, des bénéficiaires. Si j'ai bien compris la question, c'était de savoir par rapport au début des activités, et le temps d'exécution du projet, c'est bien ça? Un peu? Oui, ça peut être ça, oui. C'est un peu ça? D'accord, donc voilà, c'est ça. Parce que c'est un travail qui est fait par les bénéficiaires. C'est-à-dire, ils doivent s'approprier l'exécution des activités. Donc, tout dépend de là. C'est vrai, bon,
en fait, tout dépend aussi de la réalité politique, comme vous parlez de démocratie, tout ça. Bon, mais le travail est fait par nous autres représentants des ONG. Donc, on travaille sous couvert de tout ce qui se passe en respectant les politiques du milieu, évidemment. Donc, bon, on essaie de suivre et avec le dynamisme de ceux qui doivent réellement bénéficier. Donc, quand tout ça est réuni, bon, tout se passe bien quand même. Tout se passe bien. Parce qu'il y a une durée, effectivement, mais quand l'activité est bien acquise et qu'il n'y a pas de diversité entre peut-être certains qui veulent soit s'approprier tout ce qu'il y a comme euh, résultat et qu'on se comprend. Vous avez vu dans le film, par exemple, il y a des lots. Il y a quelque part où on demandait qui voulait prendre ce lot, certains hésitaient. Il y a un monsieur qui a dit, voilà, il est prêt, mais on disait aussi en même temps qu'il avait déjà son nom quelque part. Bon, est-ce qu'il fallait ajouter son nom ou il fallait remplacer? Bon, je crois qu'ils se sont compris. Alors qu'ailleurs, en fait, ils se disputent les places. Ceux qui sont plus nantis, ceux qui ont les gros moyens, arrivent à s'accaparer des grosses parts. Bon, les autres se contentent de ce qui leur reste parce que bon, c'est selon les moyens. Selon leurs moyens. Bon, je ne sais pas si je réponds trop bien. C'est ce qu'on reçoit. Oui, puis ben, ça rajoute un autre élément Donc, voilà. Parce qu'il y a comme dans le film, il y a une redistribution qui semble équitable et bien faite et démocratique. C'est un peu comme ça. Est-ce que quand il y a l'entente et le volontariat, ça passe plus vite. Geneviève, vous voulez rajouter un? Oui, en fait, je vais rebondir un peu parce que moi, une des choses que j'ai vraiment appréciées dans ce film-là, puis c'est le rythme lent. Puis les palabres sous le baobab, sous l'arbre, les négociations qu'on entend puis qu'on voit. Puis je me rappelle, Hubert, vous me demandez quel usage on pourrait faire avec ce film-là. Ben, moi, c'est un film qui, selon moi, explique pas dans un narratif, mais montre c'est quoi travailler en Afrique de l'Ouest, en tout cas, là. Puis comment ça se fait, c'est quoi. Mais ça souligne aussi, puis là, on a parlé du rapport à la terre, ces choses-là, puis on le voit, selon moi aussi, c'est un peu... dans les prises de décision, les femmes sont pas là, puis c'est pas... je pense que ma question serait un peu pourquoi. Est-ce que c'est parce que, M. Olivier, vous étiez, comme vous-même, un homme blanc, donc il y avait une distance à faire? Est-ce que ça représente une structure sociale? Ils ne sont pas là dans les prises de décision, mais on les voit quand vient le temps de travailler. Elles sont là, elles travaillent. Puis il y a des discussions là, entre les groupes de femmes qui sont d'une richesse extraordinaire sur est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Puis des blagues, puis ça ressemble vraiment... Mais on voit, parce que le rapport à la terre, parce que les femmes peuvent posséder de terre, ne peuvent pas les posséder de toute façon. Ça illustre aussi, puis je pense que c'est important qu'on en parle, parce que sans ça, ça devient invisible. Je ne sais pas si Sandrine ou Olivier, ou peut-être Hubert aussi, non, vous devriez... J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, enfin, moi je peux répondre par rapport à la situation de Kamsé. Donc, bien, en effet, les femmes, malheureusement, ne sont pas associées aux discussions liées à la terre. Voilà, la terre, c'est l'affaire des hommes, c'est l'affaire du chef de village, du chef de terre. Voilà, il y a un chef de terre. Voilà, donc c'est lui qui gère ça voilà. Et donc, il y a une séparation absolument complète. Et je pense que
la situation ira beaucoup mieux le jour où on donnera du pouvoir, comment dire, aux femmes, le jour où elles pourront avoir des terres elles-mêmes, le jour où elles pourront prendre des décisions à l'égal des hommes, le jour où c'est pas elles qui viendront après pour creuser, mais que tout le monde creusera en fait ensemble. Alors, il y a en effet des hommes qui ont aussi creusé, c'est ceux qui creusent la nuit, c'est la scène avec le serpent, là, etc. Ils sont venus creuser la nuit. Mais c'est principalement les hommes qui décident et les femmes qui creusent. Voilà, et ça, bah, disons, comment dire, on espère que les choses vont changer. Mais je pense que c'est pas le fait que moi j'ai été enfin que je sois en fait un cinéaste, comment dire, homme entre guillemets, parce que comme vous l'avez dit, ben, il y a les scènes où j'ai pu filmer ces groupes de femmes. Dans le film, j'avais aussi prévu de faire parler, entre guillemets, les gens. Donc, j'ai fait beaucoup d'interviews. J'ai fait beaucoup d'interviews aussi avec les femmes. Elles le faisaient extrêmement volontiers. Elles n'arrivaient jamais seules. Elles arrivaient toujours en plusieurs, avec les enfants, etc. C'était des super prises de parole, comme ça. Mais finalement, en fait, au montage, j'ai décidé d'enlever tout ça. C'est-à-dire que j'aurais pu faire un autre film qui aurait été, je pense, beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus explicatif, dans lequel eh bien, il y avait les femmes qui parlaient beaucoup plus. Mais bon, au bout d'un moment, le montage, ça ne fonctionnait pas, ça devenait... Enfin, donc, moi, je n'ai pas voulu faire un film qui explique vraiment toute la technique qui est là derrière. D'abord, l'écrit, c'est beaucoup mieux pour faire ça. Si vous voulez connaître comment se passe là, eh bien, voilà, il y a les gens qui travaillent dans les ONG, il y a des experts, il y a des gens qui sont bien plus qualifiés que moi pour expliquer tout ce qui se passe. Moi, c'est pas du tout ça en fait que j'ai voulu faire. C'est plutôt justement, comme vous l'avez dit, Geneviève, avant, une espèce de plongée en fait, dans comment est-ce que ça se fait, mais aussi du point de vue humain, comment est-ce qu'on peut sentir ce genre de choses et non pas une explication rationnelle, omnisciente, dans laquelle il y aurait eu des paroles d'experts qui se seraient succédés. Bon point. Sandrine, tu peux rebondir sur la place des femmes dans le processus et de réflexion du projet et d'exécution? C'est vrai, parce que dans le film, c'est très bien démontré. C'est les hommes qui partent à la recherche de l'information, c'est les hommes qui vont l'aider, mais c'est les femmes qui les accompagnent pour l'exécution. Du coup, l'homme en tant que chef, il se donne le droit de choisir ce qu'il a envie de faire ou de ne pas faire. C'est un peu ça. Donc, du coup, la tâche en griffe ingrate revient aux femmes. Ben, si on lui demande de le faire, elle ne peut pas dire non, sinon elle est une mauvaise femme. Et de deux, si ça va bien après, les vivres coulent à flot, elle aura de quoi cuisiner correctement pour sa famille. Donc, elle n'a aucun intérêt bon, elles sont fatiguées, elles en ont marre, on en a parlé dans le film, c'est ressorti, mais elles se donnent du courage et puis elles continuent, elles n'ont pas le choix. Ça a été vraiment démontré, j'ai trouvé ça bon, c'est pas que c'est dommage, c'est nos réalités, c'est nos réalités. Mais je pense que le jour où les femmes auront le choix, justement, je pense que c'est ça qui serait bien, quoi. Oui, ça va évoluer, mais il faut dire au Bénin, ça change quand même parce que dans nos zones, il y a des femmes déjà qui héritent. Il y a des femmes qui héritent de leur père. Ça existe déjà. Et c'est là, en fait, que la femme gagne parce que ce n'est pas toujours évident que son mari, quand il est riche, il peut lui donner une part à cultiver, une part de son territoire parce qu'il a plusieurs domaines. Donc, il peut dire chacune de ses femmes ou bien la seule, voilà, ça c'est pour toi. Mais elle va travailler là seulement par ses moments libres. Sinon, elle a obligation d'aller sur le domaine familial avec le mari d'abord. Donc, souvent, c'est des femmes qui ont un petit jardin ou un petit territoire où le monsieur la laisse faire ce qu'elle veut. Ça existe déjà. C'est ça. Mais ce qui est magnifique. Elle a la priorité. Oui, la priorité, c'est d'abord d'aller, parce qu'eux, ils font les gros travaux et les femmes, après, font le reste. Bon, mais j'ai trouvé courageuse, ces femmes sont très courageuses à Kamsi parce qu'elles ont creusé, elles ont pioché,
Bon, les hommes là étaient où? On ne sait pas. Sûrement à La vaquer à buvette, d'autres non, je occupations. blague. Ah, Mais, enfin, aussi, il y en a beaucoup qui sont pas là, hein, donc oui, il y a beaucoup qui ils ont quitté sont, le comment dire, village aussi. voilà, qui ont quitté le village. Ce Mhm. qu'il faut savoir, c'est que, et ça, il y a une des personnes qui le dit, en fait, la récolte précédente avait été catastrophique parce qu'il avait fait très sec. Donc, il y en a beaucoup qui ont dû partir pour aller chercher des sous, en fait, La Côte ailleurs. d'Ivoire. Du coup, voilà, les choses sont plus compliquées. C'est pas qu'ils ne sont pas là pour creuser, c'est qu'ils sont en train de creuser ailleurs, entre guillemets, ou Oui, de voilà, faire d'autres c'est ça. choses. Et puis, comment dire aussi, il y en a qui sont venus creuser la nuit. Et donc ça, c'est aussi important, c'est-à-dire qu'ils se faisaient des doubles journées. C'est pour ça qu'il y a ce creusage la nuit là avec les lampes et quand ils se sont fait attaquer par un serpent qui s'appelle une vipère osselée, et donc voilà, qui s'appelle, comment dire, serpent un coup KO. Donc, Mhm. c'est-à-dire que si t'es mordu, t'es KO. Mais ce qui est magnifique dans le film, c'est qu'il y a, en tout cas, moi, on voit, il n'y a pas un jugement. Il y a pas, j'ai pas, ça nous montre une situation, ça nous, ça, en tout cas, ça nous apprend comment ça se passe. Moi, j'ai jamais senti, en tout cas, un jugement de valeur. J'ai jamais eu l'impression C'est que... les réalités. c'est ça. Elles acceptent ça comme ça. C'est ça. Bah, c'est-à-dire que Mais, moi j'ai parlé de la distance avant, je crois que c'est ça, c'est tout ce que j'essaie de faire, c'est trouver en fait la bonne distance pour ne pas être quelqu'un qui essaye de juger les choses ou de donner des leçons. Qui suis-je pour pouvoir oser donner une quelconque leçon enfin voilà, donc ce que j'essaie juste de faire, c'est de capter quelque chose, de ramener quelque chose, et puis aussi je trouve quelque chose de très important, c'est donner en fait une dignité à toutes ces choses. C'est-à-dire que tous ces gens qui se battent comme ça tout seuls, comment dire, presque des oubliés du monde, qui sont là, eh bien, en venant donner en fait enfin, leur donner une parole, leur donner en fait une espèce de visibilité, ça me semble être capital pour souligner que ça se fait, qu'il y a des gens qui prennent ce genre d'initiative. Voilà, et je crois c'est ça un peu mon travail. Souvent, ça avait été la même chose, par exemple, comment dire, au Darfour, où j'étais allé, comment dire, écouter des gens qui avaient survécu en fait à des massacres. J'étais la seule personne qui prenait le temps d'aller les écouter. Et c'était extrêmement en fait important. Et donc tout le monde voulait parler dans le film. Et je crois que c'était ça, voilà, rendre ces gens magnifiques aussi. Je crois que c'est important. Je pense que c'est très bien réussi. En fait, l'équipe de programmation avait beaucoup apprécié du film. je voudrais un instant. Allez-y, Sandrine. Je voulais juste ajouter quelque chose. C'est vrai, les hommes, sûrement, en fait, c'est comme je disais, l'homme, le chef de famille choisit son occupation. Donc, il voit selon ses priorités. Allô? Oui, oui, Là, on c'est s'entend. bon. Oui. Voilà. Donc, mais moi, je me disais, vous l'avez souligné aussi, Monsieur Olivier, en fait, même s'ils sont partis, bon, ceux qui ne sont pas trop loin, qui sont peut-être en ville encore, le projet a démarré, le périmètre a commencé à être construit, bon, ils auraient pu rentrer. Mais peut-être aussi qu'ils se disent, bon, on va voir d'abord ce que ça donne, comment ça évolue, et c'est après qu'on vient maintenant. Voilà, ça peut être aussi ça. Mais ils auraient pu déjà revenir plus tôt. Et si les femmes creusent, les hommes aussi creusent. La nuit, il y a une autre équipe qui creuse. Peut-être que ça allait aller plus vite et ça allait aussi motiver les femmes. Parce que, bon, elles le faisaient, mais elles se taquinaient entre elles. À qui allait faire le plus de trous ou pas. Donc, voilà, bon, c'est les réalités. Elles sont obligées de s'adapter. Donc, elles font plaisir. Et après, les hommes vont dire, voilà, les femmes, on les félicite, elles ont pu faire telle chose. Maintenant, ils vont prendre la relève. Bon, ils se donnent le droit de choisir ce qui est plus facile pour eux. Bon, on prend ça comme ça. Voilà. J'ai une question par rapport au film, par rapport à ce qui est présent, parce que je sais que Sandrine, vous travaillez beaucoup sur la valorisation, en fait, de la culture, des cultures qui sont pratiquées. Le film s'arrête au moment où on va y avoir une récolte. Dans un premier temps, j'aimerais ça que Sandrine, tu nous expliques un petit peu le type de travail qui peut être fait pour
pour amener une plus-value à ça. Donc, on n'est plus nécessairement juste dans une optique de subsistance ou d'autonomie alimentaire, mais dans une optique aussi de marchandisation sur un plan plus économique. Puis, j'aimerais aussi savoir, ensuite de ça, Olivier, par rapport au film, est-ce qu'il y avait ce projet-là qui était déjà réfléchi dans les premières étapes du projet de cette plus-value-là ou on n'en était pas encore à ce niveau-là? Donc, commencer par Sandrine. Ok, merci. Je n'ai pas tout entendu, bon, mais je crois que j'ai compris un peu. Là où le film s'est arrêté, par exemple, c'est déjà l'étape de permettre un espace où on peut cultiver. Parce que quand on a vu la partie des éthiques qu'ils ont montré, il fallait le rendre un peu plus viable. Donc, il y a eu le périmètre qui a été fait, il y a eu les digues qui ont été montées, je vais dire, je ne sais pas quel terme utiliser, où il y a les rassemblements de la terre, voilà. Et ils ont fait des terrasses. Donc, l'eau, quand il y a pluie, va s'accumuler et à la longue, ils pourront avoir un espace où il n'y aura pas de lessive. Quand il pleuvra une autre fois, il n'y aura pas d'eau qui va s'écouler. Donc, la plante, d'abord la semence qui sera mise en terre va être préservée. Elle aura le temps de germer et la plante va avoir un microclimat favorable pour se développer. Donc, c'est l'objectif. Bon, moi, je n'avais jamais vu ce type d'installation quelque part. Donc, j'ai appris aussi beaucoup en regardant le film. Oui. J'imaginais juste au départ, quand j'ai commencé à voir le film, qu'il s'agirait de faire la technique de Zaï, c'est-à-dire avant de mettre la graine en terre, on fait des trous selon la qualité du sol et le climat qui prévaut dans la région. J'ai vu que c'était d'assez grands trous, eux, ils font. Donc, on met du compost, c'est-à-dire soit de la fumure, soit des débris végétaux, pour permettre à l'eau qui va vouloir s'infiltrer de rester. C'est-à-dire le sol va garder son humidité pendant un moment. Voilà. Du coup, la plante, la semence et la plante a le temps de grandir, de ne pas être asséchée par la chaleur. Donc, c'est ça. Mais en plus, le périmètre qui est mis empêche les animaux de venir saccager les cultures. Et bon, on l'a fait remarquer aussi, il y a un emplacement où les gros ruminants peuvent aller. Et là, c'est quelque chose de très primordial parce que dans nos villages, en tout cas au Bénin, on n'a pas encore partout cette collaboration entre producteurs, paysans et éleveurs. Il n'y a pas encore cette confiance, ce contrat qui permet aux producteurs d'être à l'aise parce qu'il y en a qui sont obligés après semis de veiller comme des gardiens pour au moins pouvoir récolter et être sûr qu'il n'y aura pas de bêtes qui vont venir détruire le travail fait pendant des semaines. Voilà. Donc, à l'étape où le film s'est arrêté, je pense, M. Olivier l'a dit, il y a eu des récoltes déjà qui ont été faites, ça n'a pas été montré. On a vu que la semence a germé, la plante a commencé à pousser. Mais tout compte fait, ça c'est la première expérience. Et si ça marche, ça veut dire qu'on recommence les mêmes techniques et forcément on aura des résultats meilleurs parce qu'il y a accumulation. Le muscle va s'accumuler. Donc, et si on ne, il y a la technique ici, c'est aussi de ne pas trop sacrer. Vous avez vu, ils essaient juste de faire le minimum pour ne pas dégrader encore plus. Quand c'est déjà mis en place, je parle des terrasses. Je parle des terrasses parce que je crois que c'est l'animateur qui parlait
le directeur de la ferme, parce qu'il expliquait que là où il y a la digue, là où elle est un peu endommagée, qu'ils allaient colmater les fissures, voilà, pour que justement l'eau ne commence pas par s'infiltrer et faire, et créer une lessivation de, je ne sais pas si le mot existe, mais il ne faut pas que tout ce qu'il y a comme humus soit encore lessivé et on va repartir à zéro. Donc, ils suivent et au fur et à mesure, ils vont réparer ce qui serait à réparer pour éviter de retourner encore dans la situation initiale où la terre n'est plus du tout riche. Voilà. C'est ça, c'est quand il y a les grandes pluies, la terre est lessivée. Voilà, exactement. Partout, donc, ils ont fait les terrasses, c'est pas seulement pour haut, mais c'est vraiment aussi assez large pour éviter justement de perdre l'eau et aussi que l'eau en voulant ruisseler n'apporte tout. Donc, c'est un peu ça. Olivier, vous voulez… Oui, j'aimerais peut-être juste rajouter qu'en fait, un périmètre, je crois que c'est un processus qui dure 20 ans à peu près pour arriver jusqu'à la maturation du périmètre. Okay. Parce que, bon, on a beaucoup parlé en fait des cultures, mais ce qui est aussi important, c'est les arbres. C'est-à-dire que les arbres qui sont plantés en fait autour, qui sont plantés entre les différents champs, d'abord ils vont stabiliser le tout, ensuite ils vont faire de l'humus. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que ça va refertiliser aussi une partie en fait des zones, et surtout ça va faire aussi du bois en fait pour les femmes et pour les hommes. On espère qu'ils vont aussi se mettre à la cuisine. Ça répartit un peu les tâches. À partir de là, il y a un certain équilibre qui se fait. On va arrêter de défricher. Donc c'est clair que le film tel qu'il est là, c'est le début. Voilà, comment dire, maintenant, voilà, c'est un travail qui va se faire, qui va durer encore comment dire, quelques années, et c'est là que le sol recommence à être comment dire, de nouveau en fait fertile. L'idée, c'est qu'il y ait aussi des cycles en fait de 4 ou 5 ans, je ne sais pas exactement, dans lequel tout d'un coup, il y a une année de jachère, ensuite il y a une année où c'est l'herbe qui pousse et on fait du pâturage. Mais qu'est-ce qui se passe avec le pâturage? Eh bien, il y a en fait les bosses de vache qui se transforment elles-mêmes en humus, enfin, etc., etc. Donc, il y a tout ça qui est mis en place. Donc, c'est un processus très, très long qui est mis en place. Et donc, le périmètre de Kamsé, il sera à maturation dans 15 ans. Quand même, donc un travail de longue haleine. Laisser aller la nature aussi faire son travail. Geneviève, par rapport à ça, vous voulez rajouter un truc? Non? J'aurais une question par rapport à l'accompagnement. Si c'est des projets comme ça de longue haleine, comment ressemble l'accompagnement qui peut être mis en place pour les initiatives locales? Donc, est-ce que c'est seulement un accompagnement au début pour partir le truc ou si un travail sur la durée pour s'assurer qu'on atteint les cibles? Voilà, je crois que l'idée, c'est que ce soit vraiment les villageois qui gèrent ça, comment dire, tout seul. Alors, il y a ces fermes en fait autour qui essayent d'encourager un peu les choses, de donner une certaine expertise. Mais l'idée, c'est que cette technique, en fait, elle va fonctionner si, en fait, elle est SEM toute seule. C'est-à-dire que s'il n'y a pas besoin qu'il y ait autour des gens qui soient là pour encourager les choses. Et le but, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tout est fait pour que les structures qui soient là, elles soient exclusivement villageoises, gérées par les villageois avec leurs terres eux-mêmes, etc. Alors, on espère que ça va fonctionner. Geneviève? Oui, mais j'aimerais ça. Pardon, pour la pérennité du projet, le périmètre ou la gestion des ressources naturelles, là, que ce soit par la méthode du périmètre de Kamsé ou par d'autres façons de prendre, je pense que c'est essentiel que les acteurs locaux, les villageois, prennent eux-mêmes là, effectivement le lead du projet. L'appropriation, c'est ce qu'on voit déjà, l'appropriation du projet. Par contre, puis dans des dynamiques locales, puis
qui ressortent, surtout quand il y a une décentralisation de plus en plus, mais qui ne se fait pas, qu'on ne voit pas nécessairement, puis qui ne se fait pas toujours nécessairement bien, il y a souvent des dualités d'autorité. Fait qu'on va voir, par exemple, pardon, puis là, vous l'avez dit, M. Olivier, c'est soit les chefs traditionnels, là, les chefs des communes, versus les ministères décentralisés, versus, fait qu'il va y avoir différentes autorités sur un même territoire. Fait que ce qui va être intéressant de voir, je pense, dans la durée, que ce soit le périmètre de CAMC ou d'autres initiatives semblables, c'est les structures démocratiques qui sont mises en place pour la gestion des conflits ou la gestion des différents intérêts quand vient le temps de... Puis Sandrine, vous en avez parlé aussi, soit de répartir les profits faits suite aux récoltes, mais comment on gère un territoire. Puis c'est ça qui dans une collectivité. Puis c'est là où peut-être que des accompagnements peuvent quand même être faits, mais être changés. Donc, ce n'est plus nécessairement des accompagnements qui sont au niveau de la technique ou mais plus au niveau de la résolution de conflits, plus au niveau d'un processus démocratique qui sont mis ensemble, appuyer ces choses-là. Puis c'est pas nécessairement, tu sais, on l'a chez nous au Québec, là, par exemple, si on pense dans la gestion du territoire, on l'a souvent, ça aussi, tu sais, des processus où on met des tables de concertation, par exemple. Donc, comment? Fait que c'est des accompagnements qui changent avec le projet qui change aussi. Puis vous avez aussi abordé la question un peu tout à l'heure, Hubert, avec Sandrine, mais puis dans les étapes du projet, il y a aussi effectivement au début où on transforme, premièrement, on crée une collectivité, où on appuie une collectivité, on transforme des terres arides ensuite en terres qui sont productives, on crée, puis ensuite, mais comment aussi on peut transformer ces produits-là, donner une valeur ajoutée. Fait que dans le cas, c'est juste parce que je connais un peu ADIP, plus que le périmètre de CAMC, là. Mais eux, ils ont travaillé avec le riz, par exemple. Fait que comment on peut transformer du riz pour faire en sorte que ça ne soit plus uniquement le riz comme tel, mais en faire une... Donc, il y a toutes ces étapes-là qui peuvent transformer des accompagnements, mais dans lesquels les villageois ou les gens, les bénéficiaires, restent maîtres d'œuvre du projet. Mais comment il y a quand même des appuis qui peuvent être donnés, je crois. D'accord. Puis Sandrine, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, vu que c'est vraiment votre champ, en fait, sur ce point-là, la transformation? On a déjà tout dit. Là, c'est vrai. Tout dépend le suivi se fait régulièrement et tout dépend des cas. Donc, effectivement, quand il ne suffit pas de mettre juste les techniques en place, il faut pouvoir les amener à répliquer les pratiques, tout en essayant de les préserver aussi. Donc, on a parlé de la collaboration entre producteurs et éleveurs, par exemple. Donc, effectivement, dans les villages où il y a des conflits, quand ça arrive, on sait déjà peut-être que les conflits arrivent, donc on met en place un comité de gestion et en espérant qu'il n'y ait pas de conflit. Mais quand il y en a, le comité est déjà là et il connaît son rôle. Et bon, normalement, quand chacun joue son rôle, on va vers les autorités d'abord locales pour essayer de régler le problème à l'amiable. Chacun reconnaît son tort, ou sinon ça ne va pas et puis on va un peu plus haut. Voilà. Donc, c'est au cas par cas. Comme je viens là si bien expliqué. C'est vrai, en Afrique, c'est très récurrent ce genre de problème. Il n'y a pas... chacun veut être plus malin que l'autre. Donc, des fois, il faut toujours qu'il y ait un médiateur pour essayer de calmer un peu et d'éviter surtout que ces problèmes n'arrivent. Parce que quand ça arrive, parfois, c'est très violent. C'est très violent. Donc, voilà, il vaut mieux faire des sensibilisations déjà. Il y a certains projets au début, commence par là et explique. Et on demande aussi aux producteurs de tout faire pour clôturer leur champ. Voilà, le périmètre de CAMC, par exemple, eux, ils ont vite compris parce que le périmètre, en fait, sert aussi à gérer les grands vents, ils l'ont dit, les grands vents. Et c'est surtout une astuce aussi pour
reverdir, parce que ça permet de mettre des pieds, des plants d'arbres tout autour. Donc, les femmes ne sont plus obligées, comme M. de Villassouni, d'aller dans la brousse et elles ont le bois à portée de main. Les animaux ne sont plus obligés de traverser le périmètre parce qu'ils ont aussi des fruits qui tombent, le feuillage qui est là. Le feuillage aussi en tombant permet de restructurer parce que le muscle se reconstitue au fur et à mesure. Voilà. Donc, tout ça, ça fait partie des pratiques qu'on essaye d'inculquer aux producteurs. Parce que non seulement il fait sa clôture, il a tous ses bienfaits, mais aussi il protège son champ. Parce que là, ce qui est sûr, c'est clair. Si, bon, je ne vais pas parler comme, mais oui, s'il y a violation de domicile, c'est clair. Voilà, on va utiliser ce terme. Mais sinon, le peul qui passe, le bouvier qui passe avec son troupeau, il a tendance à confondre la brousse avec les espaces entretenus. Il ne fait pas attention parce qu'il n'y a pas de couloir, il n'y a pas d'angle où il faut tourner par ici, il faut tourner par là. Non. Il voit quelque chose qui est intéressant, il y va. Et avec la masse, le troupeau, tout ça, bon, les producteurs ont tendance à se cacher quand ils les voient venir parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Quand c'est des milieux où ils se connaissent, on essaie de demander, mais c'est le troupeau de qui, on se renseigne et après, on va régler ça à l'amiable. Il y a une petite compensation. S'il y a eu des dégâts, une petite compensation. Mais des fois, ça ne se passe pas toujours aussi bien. Et puis bon, ils essaient de gérer quand même comme ça. Donc, c'est très important. Ça permet de Oui, ça prévenir. permet de prévenir. Exactement. Donc, c'est là où nous, on a encore un peu de difficulté. Parfois, c'est de pouvoir obliger les producteurs à sécuriser, à faire une clôture. On ne peut pas leur demander d'acheter des grillages, comme dans le cas comme ça, mais on leur demande de faire des haies avec des plantes épineuses. Des haies vives? Aussi les animaux. Les cactus, les campéchés, les citronniers. Bon, il y a une espèce qu'on entend, on a aussi introduit dans les villages où il n'y en avait pas, seulement de Ziziphus. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent exploiter. Voilà, pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Mais c'est des activités qui se font tout doucement. Donc, du coup, l'effet n'est pas immédiat. Et ils ont tendance parfois à se décourager ou peut-être la récolte n'a pas été bonne, on abandonne peut-être ce champ-là pour aller encore ailleurs. Voilà, et il faut encore recommencer. Mais, voilà, oui. J'aime bien. Excusez-moi. Puis peut-être pour le périmètre de Kamsi aussi, est-ce qu'il y avait le fourrage? Est-ce que vous travaillez sur le fourrage, en fait? Que ce soit, peut-être Olivier, je ne sais pas si vous le savez, mais donc... Au Bénin? Ouais, en fait. Oui, il y a eu des projets, oui. Bon, je me suis renseignée un peu, il y a eu des projets. Normalement, pour éviter ce genre de conflit entre les producteurs et les éleveurs, il doit y avoir des espaces verts pour que les animaux transhumants aient leur espace à eux. Bon, mais il n'y en a pas suffisamment. Et même quand il y en a, des fois, ces transhumants trouvent que peut-être ce n'est pas sur leur chemin ou que c'est un peu, bon, ce n'est pas adapté, il n'y a pas assez de, peut-être d'eau. Il y a pas assez, les aménagements ne sont pas vraiment à leur guise, je vais dire. Ça ne correspond pas à leurs besoins. Voilà. Donc, du coup, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça. Sinon, il y a eu beaucoup de projets, il y a eu des idées, mais tout compte fait, ça n'a pas encore donné de fruits. Donc, ça veut dire que c'est des activités à revoir ou à reprendre, tout simplement. À repenser. D'accord. Merci. Moi, j'ai une question ici pour Olivier par rapport à l'utilisation de la radio dans le film. Donc, ça revient ponctuellement comme ça. C'est une espèce d'ouverture vers l'extérieur. Donc, on a à la fois des renseignements politiques ou sociaux de l'environnement. Mais c'est aussi un outil pour informer sur certaines pratiques agricoles ou certains éléments là-dessus. Donc, comment c'est imposé ce média-là
pour nous transmettre des bribes d'informations comme ça aux spectateurs et Bon, spectatrices? d'abord, les gens, souvent les hommes âgés, ont des petites radios qu'ils écoutent. Ils écoutent RFI, ils écoutent d'autres radios locales, qu'elles soient en Morée ou voilà, il y a des radios communautaires qui ont une grande force. Donc, par exemple, une des émissions qui est écoutée dans le film sur le ZAI, justement, c'est une radio communautaire de Kaya. L'idée, elle est aussi venue parce que pendant en fait, le tournage, enfin, c'est pendant le troisième tournage en mars 2018, c'est là où il y a en fait des djihadistes qui ont directement attaqué la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, et qui ont attaqué le Centre culturel français, l'ambassade de France qui est juste à côté, et puis le ministère des Armées. Et tout ça, en fait, moi, je l'ai entendu à travers les petites radios, en direct. Donc, je me suis dit, bon, bah ça, moi, je l'ai vécu, donc ça me semblait être utile, donc j'ai essayé de le mettre comme ça. Puis, ben, c'est clair que la situation, ben, elle s'est quand même relativement dégradée. À Kamsé, ça va encore parce qu'on n'est encore pas trop au nord, mais le nord du Burkina Faso, comme vous le savez, cette zone des trois frontières avec le Mali et avec le Niger, c'est une zone qui est extrêmement volatile et voilà, où il y a eu des attaques. Donc l'idée, c'était de faire sentir en fait qu'au loin, pas à Kamsé, mais au loin, eh bien, la situation se dégrade. Donc, et ce au loin, ben, il arrive via les petites radios. Donc, c'est comme ça, en fait, que c'est construit enfin, au cinéma, on va appeler ça un hors-champ. Hein. En plus, à Kamsé, on fait des chants. C'est logique. Voilà, le hors-champ, en fait, c'est les radios. D'accord. Puis, tantôt, vous avez parlé de la caméra, de la distance que vous aviez par rapport aux gens. Il y a une séquence dans le film qui est peut-être un petit peu différente, où là, ce sont les gens de Kamsé qui prennent la caméra quand ils vont évaluer la digue. Moi, je la trouve très importante, ce moment-là, parce qu'on sent qu'il y a encore là ce moment collaboratif où en fait, ils viennent participer encore à même le film. Donc, j'aimerais avoir votre idée par rapport à ce moment-là qui contraste un petit peu visuellement, esthétiquement, mais qui me semble Oui, très important. en effet. Donc, bon, il y avait deux choses. D'abord, il y avait la situation sécuritaire qui commençait à changer. Donc, je me suis dit, oulala, est-ce que je vais pouvoir vraiment revenir ou pas, en fait, à Kamsé? Donc, j'avais pris avec moi une petite caméra portable, ces petites caméras qu'on peut mettre un peu partout, GoPro. ouais, pour ne pas dire la marque. Mais c'est pas vraiment ça. Je ne savais pas que c'était une marque, désolé. Et puis aussi, je m'étais dit, bon, moi, je vais pas pouvoir attendre qu'il pleuve, donc je leur donne une caméra, puis quand il pleut, c'est eux qui vont aller filmer. Voilà, donc c'était ça. Et puis, ben, ils ont filmé en fait eux-mêmes. C'est même assez drôle, je trouve, comment est-ce qu'ils ont fait ça. Voilà, donc ils ont aussi filmé plein d'autres choses, mais qui sont pas dans le film. Voilà, il faut imaginer que ce film-là, il fait 1h33, et puis moi, j'ai à peu près 45 heures de rush, quelque chose comme ça. Hein. Donc, c'est une condensation de beaucoup de choses. Et puis voilà, donc c'était important que ça soit eux aussi qui filment en fait à ce moment-là. Et donc, voilà, et je m'étais préparé à ne pas pouvoir terminer le film aussi, ce qui était une possibilité. Donc, c'était un peu ma sécurité. Voilà. Merci. Je ne sais pas si à la maison, si vous avez des questions, on m'en a référé, je les relayées, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les formuler. J'ai une question. J'ai l'impression que le film est pas d'abord destiné ben, au public occidental, mais j'ai l'impression que le film peut aussi servir à exposer une réalité. Déjà, Sandrine nous disait qu'elle avait appris certains types de pratiques qui pourraient éventuellement euh, être appliquées dans d'autres endroits. Je ne sais pas à quel point le cinéma, qui est aussi, bon, il y a une recherche esthétique forte dans ce film-là, mais peut aussi servir de levier ou de contaminant, je ne sais pas comment l'appeler, mais pour différents projets.
Sandrine, tu pouvez Oui, répondre. merci. Oui, ben, c'est une bonne initiative. Je profite pour remercier ce festival Cinévert parce que, en fait, les réalités sont peut-être pas toujours les mêmes partout en Afrique, et même en Europe, mais on peut se servir des expériences des uns pour améliorer la situation chez d'autres. Donc oui, ce genre de film peut servir d'exemple pour des sensibilisations et aussi pour montrer hein, à l'étape où on est que si on ne prend pas des mesures préventives ou si on n'arrive pas à vraiment encore toucher du doigt les réalités des conséquences des changements climatiques, voilà, au pire où on peut arriver. Donc oui, c'est assez parlant, c'est assez évocateur, ça montre bien que l'extrême existe. Et voilà ce que ça pourrait engendrer. Il ne faudrait pas qu'on en arrive tous là, d'abord avant de réagir. C'est mon point de vue. Là, vous venez de dire le terme réchauffement climatique qui me semble assez important à ce niveau-là. Donc, il y a une dégradation des Voilà, oui. écosystèmes, désertification qui est présente. Oui, ben, c'est sûr que Moi, c'est quand même important. Oui. oui, j'aimerais peut-être juste rajouter en fait qu'à Kamsé, dans cette région, s'il y a une désertification extrêmement dramatique qui est en train de se mettre en place, elle est peut-être un peu le fait du changement climatique au niveau global, au niveau de la Terre, mais elle est surtout en fait par le fait de mauvaises pratiques agricoles, de l'augmentation de la population, de l'augmentation en fait du cheptel ovin et bovin qui mange tout ce qui pousse. C'est essentiellement ça, et de la coupe des arbres. Voilà, donc je pense que c'est surtout les hommes, les femmes qui doivent se poser des questions, et il est clair qu'au niveau global, au niveau international, voilà, l'augmentation du CO2, etc., a un impact sur ce qui se passe en fait dans le Sahel, mais essentiellement, c'est l'activité des gens, enfin des hommes qui sont là, qu'il faut mettre en cause aussi. Et donc, le changer par des pratiques écologiques telles qu'ils sont là. Juste pour revenir à votre question en fait, précédente, ce film qui est là va être distribué en fait, en Afrique, principalement en fait, via le réseau de la télévision. Donc, il y a une télévision, comment dire, voilà, bon, c'est Canal+ International qui va le diffuser dans toute l'Afrique. Et puis, il y a aussi d'autres initiatives qui sont en train d'être mises en place, notamment au Burkina Faso. Il y a une initiative qui s'appelle Cinéyam, où l'idée, en fait, c'est de former en fait, les paysans eux-mêmes en fait, à faire des films. Alors, c'est pas le même type de film que celui que vous avez pu voir là, qui est un film de cinéma, qui se pose des questions aussi d'ordre cinématographique. Là, c'est vraiment de faire des modes d'emploi voilà, dans toutes les langues et dans tous les dialectes en fait possibles, pour expliquer comment est-ce qu'on creuse le zaï, comment est-ce qu'on fait une digue, comment est-ce qu'on... Voilà, donc, et que, en fait, ça soit les paysans eux-mêmes qui se prennent en fait en main. Maintenant, on peut démocratiser totalement la fabrication des films et leur diffusion en fait aussi. Et c'est ça le but. Donc ça, c'est tout aussi en fait important, et c'est complémentaire en fait, je pense, d'un film comme celui que j'ai pu essayer de faire là, qui est aussi un film qui sort dans les salles de cinéma en Europe, etc., etc. Parfait. On a Est-ce que je peux moi, je voudrais compléter. Moi, je pense que le film, je suis contente que le terme changement climatique a été évoqué, puis je pense que ce qui a été mentionné, là, c'est effectivement ça, les pratiques agricoles, puis les pratiques d'élevage là, ont un impact à la fois positif. On peut changer. Puis ce que le film démontre, c'est qu'on peut, par des techniques simples, du savoir, un mélange aussi de savoir, on en revient à la discussion du début, là, de savoir
ancestrales, mais aussi avec les techniques d'accompagnement des langues modernes, on peut avoir des bonnes récoltes tout en ayant un impact positif même sur l'état de l'environnement et de l'écosystème autour de nous. Donc, encore une fois, l'être humain est partie intégrante de l'écosystème et non pas quelque chose d'externe qui vient exploiter. Bien, ça, on le voit. L'autre mot que j'ai apprécié, c'est le mot évocateur que Sandrine nous avait dit. Puis, pour moi, je ne voudrais pas me prononcer sur le film en Afrique de l'Ouest, mais certainement pour moi, pour chez nous, ce que je trouve que ce film-là évoque puis démontre, c'est quoi faire un projet en agroécologie ou faire un projet en gestion des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest, ou en tout cas au Burkina Faso, au Sahel, tu sais, puis qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que c'est, tu sais, puis ce film-là a certainement une valeur, je ne sais pas si pédagogique c'est le mot, mais on sent c'est quoi, ça explique, on ressent. C'est pas quelque chose qui parle à notre... là, je ne veux pas insulter personne, c'est pas quelque chose nécessairement qui est très, très théorique, mais c'est quelque chose qui on ressent, on sent c'est quoi. Moi l'Afrique me manque quand je vois ça. C'est ça. Vous voulez réagir à ça, Sandrine? Oui, oui. Oui, donc effectivement, Geneviève l'avait souligné tout à l'heure, en revoyant le film, elle se revoyait un peu en Afrique, parce que c'est les réalités africaines. Et c'est nos pratiques, effectivement, M. Olivier l'a souligné. Alors, si on parle de changement climatique, c'est pas que c'est venu comme ça. C'est d'abord nous-mêmes. Et plus en Afrique, parce que le bois, les femmes au village, elles n'ont que ça pour faire la cuisine. Elles n'ont que ça. Donc, du coup, quand il n'y a pas des gestes de reboisement et qu'on ne fait que couper tout le temps, parce qu'on se dit, la brousse est là, nous, on est venus, il y avait la brousse, bon, on exploite. On va partir, on va laisser la brousse, sans oublier effectivement que la population augmente à chaque fois. Le nombre augmente, le nombre de personnes dans les villages augmente, mais il n'y a pas ce type de réflexion pour dire, ah, stop, et on a coupé. Bon, maintenant, avec les ONG, de plus en plus, c'est avec les projets. C'est-à-dire, on coupe un arbre, on en plante un autre. C'est comme ça, on essaie de faire les sensibilisations. Mais au départ, pour qu'on en arrive à ce genre de situation, ils n'y pensaient pas. Donc, bon, c'est les femmes, mais c'est surtout les hommes qui mangent plus aussi. Hein, donc. Je pense qu'il y a aussi une chose qui pourrait améliorer grandement les choses, c'est ces fameux foyers améliorés qui sont des choses qui sont inventées depuis oui. très longtemps. Sankara au Burkina Faso voulait en mettre un en fait dans chaque maison. Donc tout ça, c'est des pratiques qui sont voilà, mais c'est comme aussi planter les arbres. Moi, j'ai fait ce film justement avec Amado Kangapenga, qui lui, en fait, quand il était tout petit, quand il avait 10 ans, eh bien, en fait, il faisait partie des brigades de planteurs d'arbres de Thomas Sankara au Burkina Faso. Donc, tout ce qu'on a filmé là, c'est pas foncièrement nouveau, en fait. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que c'est condensé à un endroit, c'est que c'est des pratiques qui sont tout d'un coup mises en pratique de manière très précise. Mais c'est des choses qui existent déjà, donc on peut aussi se dire, mais tiens, pourquoi est-ce que ça n'a pas bougé? Pourquoi est-ce que, voilà, Sankara, ça fait longtemps qu'il a disparu, et pourquoi est-ce que, enfin, même si son souvenir et sa force est toujours là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que toutes ces bonnes idées-là n'ont pas été mises en place? Comme à Kamsé, je vais peut-être fâcher des gens en le disant là, j'ai pas vu un seul foyer amélioré, et pourtant c'est pas compliqué. Voilà. Non seulement c'est pas compliqué, mais en plus, c'est des techniques qui peuvent, les foyers améliorés peuvent être faits, sont fabriqués souvent sur place. Nous, au Sénégal, les Sénégalais ont les techniques. Fait que ça fait vivre toute une communauté, encore une fois. Donc, c'est des techniques qui sont connues, qui sont maîtrisées, qui sont parfois locales, puis qui ont un impact local, ça diminue la recherche de bois de chauffe, puis ça intègre, moi, ce que j'ai trouvé dans des projets où j'ai vu où les foyers améliorés étaient
utilisé d'une façon intelligente. Encore une fois, ça intègre bien les femmes, je trouve, dans la gestion des ressources, parce que ça démontre clairement que par la cuisine, la recherche du bois, ces choses-là, ça a un impact sur la gestion des ressources naturelles d'une communauté donnée. Mais par exemple, à Kamsé, il y a quelque chose, enfin, ou ailleurs aussi, comme il y a de moins en moins de bois, maintenant, en fait, les femmes brûlent les pousses de mil, alors qu'avant, on laissait les pousses de mil sur les champs, et puis c'était les termites qui venaient en fait manger tout ce qui est mangeable, et puis il ne restait que les sels minéraux qui, eux, restaient dans le sol, et il y avait une fertilisation qui se faisait comme ça. Maintenant, comme on brûle les pousses de mil pour remplacer le bois, et bien, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus ça. Il se passe, à moins qu'on reprenne ensuite les cendres et qu'on aille les remettre dans le champ, mais les choses qui n'est pas toujours fait. Et donc, tout ça fait un espèce de système qui va en plus appauvrir en fait les champs. Donc, voilà, je pense que ce n'est pas extrêmement en fait compliqué d'essayer de mettre en place des espèces de bonnes pratiques dans un système de plus en plus vertueux, mais auquel nous aussi, en Occident, on ferait mieux de réfléchir. C'est-à-dire que ces bonnes pratiques qui sont là, il faut aussi qu'on se les mette nous, parce que et ça c'est quelque chose qui me semble être extrêmement important, c'est-à-dire que cette agriculture en fait intégrée qu'on essaye de mettre en place dans le périmètre de Kamsé, mais bien les champs qu'on est en train de refaire, ici en France avec des haies et de dire on va refaire des périmètres bocagers parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus en fait écologique, beaucoup plus intégré, etc., et bien c'est pas tellement loin en fait à quelque part. Enfin, il y a un même esprit qui est commun, même si c'est incomparable, il y a quelque chose de là-dessous. Et je pense que ça, c'est aussi très important de ce point de vue. Ça parle des systèmes alimentaires viables, en fait. C'est ça qui est intéressant. Puis le rapport au territoire. Puis par rapport au territoire, j'ai une question ici. Il y a un moment dans le film où il y a une discussion sur il y a un endroit où on doit préserver parce qu'il y a une valeur spirituelle ou culturelle importante. Premièrement, comment ce moment-là s'est révélé à vous, puis pourquoi c'était important de le mettre dans le film à travers les plusieurs heures de tournage, puis ce moment-là était quand même assez central dans le film, où on a vraiment une réflexion sur le collectif et sur l'individu, sur la propriété individuelle, en fait. Bon. Oui, donc c'est quelque chose que je n'avais pas du tout prévu, voilà, qui est arrivé là. Un jour, les gens étaient là pour discuter de là où ils allaient construire en fait le périmètre, puis ils se sont mis à parler de cette zone qui était là, dans laquelle en fait on ne pouvait pas la toucher, parce que c'était là qu'il y avait l'esprit du village un petit peu. C'était là que les femmes allaient chercher leur force pour enfanter. Il y avait quelque chose. Et puis je trouve qu'il y avait une très grande beauté là-dedans, c'est-à-dire qu'on disait, ce lieu en fait est à tout le monde, même l'étranger de passage peut y venir. Il y avait quelque chose aussi que ça allait être en fait le seul bosquet qui était préservé. Donc, si tout d'un coup en fait l'esprit des choses devenait en fait un des facteurs de conservation écologique, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était en fait assez fort là-dessous. Il y avait à la fois une belle poétique et puis une espèce de conscience écologique, mais avec une vision locale, quoi. Mm-hmm. Voilà. Et puis je trouvais ça intéressant. Tout à fait. Je confirme que c'est très intéressant. Ce moment-là, ça donne un rapport au territoire et au collectif qui est très important. Oui. Je ne sais pas si le temps file, si vous voulez, s'il y a un élément qu'on n'a pas abordé, que vous aimeriez pouvoir mettre de l'avant, on va faire un dernier tour de table ou de webcam. Donc, qui veut se lancer? Sandrine, vous aviez... Oui. Je voudrais juste ajouter par rapport à l'intervention de M. Olivier. Effectivement, ils veulent préserver ils ont parlé de bosquet, c'est-à-dire c'est là que l'esprit du village est. Donc, c'est comme il disait aussi, il y a les pratiques écologiques qui existaient avant, mais sans directement utiliser ce terme, sans vraiment comprendre. Donc, heureusement, dans ce village à Kamsé, ils ont préservé ce milieu. Sinon, tout aurait été désertique. Mais les sages, peut-être, n'avaient pas tout dit. Ils ont juste parlé d'un esprit. Et ça a permis, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne un peu en Afrique. On fait peur,
il y a quelque chose de mystérieux, mais autour, tout ce qui est poétique et beau, c'est aussi de pouvoir garder la nature telle qu'elle est. La preuve, on ne tue pas les animaux, on ne coupe pas les arbres. Et contrairement à tout ce qu'il y a aux alentours qui était devenu désert, on voit bien que là, tout est resté beau. Donc, c'est un exemple quand même pour comprendre que ça veut dire qu'on doit pouvoir se dire que par autre endroit, qu'il y ait un esprit ou pas, on doit pouvoir préserver cette nature pour les générations futures. Donc, il y a ça aussi que peut-être, c'est pas expliqué comme ça, mais l'esprit même, c'est ça en fait, de pouvoir obliger les gens à comprendre qu'on ne détruit pas tout. Il y a ça aussi que, bon, je voulais juste souligner parce que c'est très facile et on dit même personne ne doit aller chasser là, personne ne doit cueillir, sinon ça ne marche pas. Sinon... Donc, quand c'est comme ça dans la tête, c'est clair, ça agit. Ça agit. Mais il faut aussi voir au-delà. Ça veut dire que quel que soit ce qui se passe, on est de plus en plus nombreux, ou on doit quand même faire la cuisine. Bon, dommage, les méthodes, les nouvelles techniques des villes, les foyers améliorés, tout ça, peut-être les femmes n'ont pas bien compris, ou soit on dit ça c'est pour la ville. Vous voyez, ces méthodes-là, on dit ça c'est pour la ville. On estime que bon, c'est déjà un peu nanti. Donc, qui va prendre le devant ou qui va commencer? Bon, en tout cas, moi, je suis passée dans certains villages où il y a de ces différences-là. Ceux qui peuvent commencent, ils peuvent prendre le foyer et amener les autres à comprendre que voilà, ça te permet de faire des économies, ça permet de ne pas aller couper tout le temps des arbres, ça te permet aussi de te reposer. Parce que vous voyez, les femmes, au début, c'est même, il y a une dame qui avait une grosse charrette avec de gros fagots. Ça veut dire qu'elle, elle a peut-être une grande famille à nourrir ou elle fait des réserves peut-être pour plusieurs jours. Donc voilà, je voudrais remercier parce que ça fait, j'ai vu que c'était une belle opportunité aussi pour expliquer un peu le côté traditionnel où les sages avant, de manière mystérieuse, obligeaient les villageois à respecter quand même quelque chose dans le village pour ne pas tout détruire. Voilà. Merci. Geneviève? Oui. Moi aussi, je pense que c'est un des privilèges de travailler à SUCO, c'est certainement Cinévert qui nous permet de voir des films extraordinaires comme celui-là. Donc, merci encore une fois. Puis, merci d'avoir pu échanger avec le réalisateur et Sandrine qui apporte aussi une vision différente et complémentaire. C'est intéressant. Puis je pense que dans la discussion, tu sais, puis ils en ont parlé dans le film, et toute la question de développement, mais quelle forme de développement? Puis là, on a parlé de façon indirecte ici, avec la collectivité, l'idée de solidarité aussi. Tu sais, ce qui est bon pour Kamsé, mais comme M. Olivier l'a dit, c'est bon pour nous aussi. Là. Donc, tu sais, comment on peut établir des ponts de solidarité? Comment on peut... finalement, c'est une vision du développement, puis une vision du monde commune, tu sais, qui va faire en sorte que nos actions vont avoir des impacts positifs sur le changement climatique. Puis nous, on en fait partie aussi. C'est qu'on n'est pas juste pas juste s'observer ce qui se passe ailleurs, mais nous aussi, on peut changer des choses. Puis tu sais, je pense que la beauté, la poésie, c'est important. C'est une des seules façons qu'on peut arriver à changer des choses, je pense, en touchant de cette façon-là. Donc, voilà. Merci. Très beau mot par rapport au film. C'est vrai que ça vient faire vibrer d'autres cordes. Puis je pense que des fois, la musicalité de tout ça est encore plus efficace. Donc, je ne sais pas si vous voulez prendre le mot de la fin, Olivier, pour... Bon, oui, bon, d'abord, je vous remercie d'avoir organisé et projeté en fait ce film. Non, j'espère juste que, je sais pas, que les initiatives telles que celle de Kamsé vont dire. Je pense que il y a là quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vient de l'État, parce qu'on sait qu'en Afrique, l'État, il y a encore beaucoup de travail
qu'il soit réellement efficace. Il n'est pas non plus chez nous, quoiqu'il l'est déjà un petit peu plus. Voilà, donc, et ce genre d'initiatives-là qui sont quand même relativement en fait, autarciques, ça me semble être quelque chose de très très important. Voilà, mais pour autant que aussi les femmes puissent avoir le pouvoir et l'éducation qui leur est due. Voilà, et ça me semble être pour moi quelque chose de très important quand je suis arrivé à la fin de ce film, c'était de voir cette dichotomie qu'il y avait entre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Et je pense que voilà, il y aura une écologie aussi, des moments qu'il y aura aussi une écologie horizontale entre l'action des hommes et celle des femmes. Ça me semble être capital. Voilà. Qui a travaillé partout, partout même ici, évidemment. Donc, merci pour le film. Vous avez encore jusqu'à demain minuit, 23h59. Donc, il faut planifier un petit peu pour pas manquer la fin. Ce serait fort dommage de voir tout le travail qui a été fait pour en arriver à l'éclosion du chant et la vie dans le chant. Donc, merci pour ce merveilleux film. Dans quelques minutes, le film Fast Fashion, la mode à bas prix, qui est dans un autre sujet, mais qui est aussi tout aussi important. Donc, il commence dans quelques instants sur Think. Puis demain, il y aura une discussion aussi qui est prévue. Donc, à chaque jour, il y aura des nouveaux films comme ça qui vont apparaître, qui vont rester pendant 4 soirées. Donc, je vous invite à suivre la programmation. Merci beaucoup, Olivier, Sandrine et Geneviève pour la discussion. Merci à vous d'avoir participé à la maison. Merci à toi aussi, Olivier, Hubert, d'avoir si bien animé. Merci, c'est gentil. Merci. Super. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir.